Sorcier, sorcière, moldus et non-mages. Esprit frappeur, épouvantard, spectre et détraqueur. Elle a bien marché, dis-moi, ta pétition pour être plus inclusif avec les non-êtres. Bref, bienvenue. Dans l'attente du prochain cours, je vous propose de revenir sur un procédé d'écriture qu'on appelle le foreshadowing. Il consiste à disséminer des informations qui posent les graines d'une action, d'une information ou d'une révélation qui surviendra plus tard dans le récit, un peu comme quand on voit l'ombre qui précède la personne qu'on voit apparaître par la suite. Le foreshadowing a plusieurs utilités. Il permet de cimenter un élément dans le récit, de préparer son arrivée de telle manière à ce que, même s'il est surprenant, cet élément soit crédible pour le lecteur, car il aura eu la possibilité de le voir venir. Il permet aussi de maintenir le suspense et de créer une tension. Le lecteur a des outils en main pour tenter de trouver lui-même une réponse à ses questions, et la satisfaction de la révélation sera d'autant plus grande pour le lecteur qu'il aura eu des indices pour pouvoir se dire « Je connais le contresort qui lui aurait évité ça ». Il permet aussi de montrer au lecteur que l'élément de surprise ou la révélation qui survient n'est pas un élément qui a été rajouté en dernière minute, mais bien une volonté qui a été préparée et anticipée de longue date. Pour l'écrivain, c'est aussi un moyen de garder son idée future vivante dans le récit. Y a pas un risque de rendre l'histoire prévisible du coup, professeur? C'est là où l'écrivain doit apprendre à bien doser et à bien cacher ses indices. Le foreshadowing, c'est bien planquer les indices pour que le récit reste surprenant, mais les garder suffisamment visibles pour que les lecteurs puissent le trouver. Et à plusieurs reprises, J.K. Rowling a fait usage du foreshadowing pour implanter des éléments qui allaient apparaître bien plus tard dans l'histoire de Harry Potter. C'était parfois important et parfois anecdotique. Certains films ont fait également un usage intelligent de ce procédé, je ferai donc un détour par la saga cinématographique également. Entre deux cours, partons à la découverte de quelques foreshadowing dans la saga Harry Potter. J'ai envie de faire une blague sur l'usage de la main droite. Non, juste non. Durant sa 4e année, Harry fait plusieurs rêves dans lesquels il voit des échanges entre Lord Voldemort et Guinevere. Et dans le tout premier de ses rêves, Voldemort dit ceci à son serviteur. « Je vais te laisser le soin d'accomplir pour moi une tâche essentielle. Nombre de mes partisans seraient prêts à donner leur main droite pour se faire confier une telle mission. » Et effectivement, donner sa main droite, c'est précisément ce que Guinevere finira par faire. Que la chair du serviteur donnée volontairement fasse revivre son maître. Il tendit sa main droite devant lui, la main à laquelle il manquait un doigt, puis il serra étroitement le poignard dans sa main gauche et l'éleva au-dessus de lui. C'était un procédé manié de main de maître. Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, après que la grosse dame ait été agressée par Sirius Black, la scène enchaîne avec un plan de la porte principale de Poudlard qui se verrouille, tandis qu'on entend en arrière-plan un hurlement de loup. Puis, on se retrouve dans la grande salle, tous les élèves réunis dormant au sol pendant que les professeurs surveillent. On remarque cependant que Rémus Lupin est absent. Et effectivement, il ne peut pas être dans la grande salle, car c'est la pleine lune. Rémus Lupin est donc enfermé dans son bureau, et il est fort probable qu'il soit le loup hurlant à la lune dans la scène précédente. Mais son statut de loup-garou ne sera dévoilé que dans le dernier acte du film. Dis donc, celui-là de foreshadowing, il vient vraiment s'en crier gare. Aidez-moi. Le film Harry Potter et le prince de sang mêlé passe à la trappe tous les éléments du livre qui évoquaient la nature des différents Horcruxes de Voldemort. Le souvenir de Slughorn nous permet cependant de voir Tom Jedusor tripotant à son doigt une bague. Les lecteurs de la saga auront deviné qu'il s'agit de la bague des Gaunt, mais surtout, elle est composée de la pierre de résurrection, qui réapparaîtra dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Celle-là, c'était facile de mettre le doigt dessus. Voici. Oh bonne mère, j'ai rien dit de mal moi. Dans le livre Harry Potter et le prince de sang mêlé, on voit enfin s'exprimer l'amour de Harry pour Ginny. Harry réalise brutalement son attirance pour Ginny lorsqu'il la voit avec Dean Thomas. Mais ce n'est pas à cet instant qu'il tombe amoureux de Ginny. Ses sentiments sont déjà bien présents, ancrés à l'intérieur de l'esprit de Harry, même s'il ne l'a pas encore réalisé. Quand Harry découvre le filtre d'amour, lors du cours de potions de Horace Slughorn, Hermione nous explique que le parfum du filtre d'amour s'adapte en fonction des personnes pour correspondre à ce qui les attire le plus, et Harry sent durant ce cours une odeur bien particulière. Ils choisirent celle qui se trouvait tout près d'un chaudron dans lequel une substance d'une couleur dorée dégageait un des parfums les plus exquis que Harry ait jamais connu. Il lui rappelait tout à la fois la tarte à la mélasse, l'odeur des bois des manches à balai et un arôme de fleurs qu'il pensait avoir déjà senti au terrier. Or, quelques instants plus tard,
Ginny rejoint Harry, et voilà ce qui est décrit. Il respira soudain une bouffée du même parfum de fleurs qu'il avait senti dans le cachot de Slughorn. Lorsqu'il tourna la tête, il vit Ginny qui était venue les rejoindre. Les sentiments de Harry pour Ginny sont donc bien présents avant que le monstre en Harry se réveille, et même durant l'année précédente, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Ron semble disposé à accepter cet état de fait, et même à s'en douter avant Harry, car il y dit « C'est très bien pour toi, la prochaine fois tu choisiras peut-être quelqu'un de mieux ». Il jeta à Harry un coup d'œil étrangement furtif. La relation entre Harry et Ginny apparaît donc comme planifiée au moins dès Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Si vous avez vu d'autres signes avant-coureurs de cette relation dans les tomes précédents, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Eh professeur, le filtre d'amour, il a quel parfum pour toi? Une odeur de livre neuf et... Mais t'occupe et passe à la suite. Je me sentais obligé de conclure par cette lueur de triomphe dans les yeux de Dumbledore durant Harry Potter et la Coupe de Feu. Dès la sortie du livre en 2000, cette lueur de triomphe a fait parler d'elle, et a provoqué un grand nombre de théories cherchant à l'expliquer. Ce n'est qu'à la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2007 que nous avons eu la réponse à cette question, soit 7 ans de longues interrogations avant de comprendre cet instant. Un bref instant, Harry crut déceler dans le regard d'Albus Dumbledore quelque chose qui ressemblait à une lueur de triomphe. Cet élément de foreshadowing est la pierre angulaire du plan de Dumbledore à partir de cet instant, tel que J.K. Rowling va le concevoir. Je vous invite à consulter la vidéo de Xionixes sur le plan de Dumbledore pour en savoir plus, car je vais me concentrer sur son importance dans l'écriture. Et j'insiste bien qu'il est important pour l'écriture, car à partir de la publication de Harry Potter et la Coupe de Feu, cet élément est posé et Rowling ne peut plus l'enlever. Tout ce qui se passera par la suite doit impérativement être conforme à cette lueur de triomphe que Harry a vue dans les yeux de Dumbledore. Et c'est pour cela, je pense, qu'on ne pouvait douter un seul instant de la survie de Harry. Parce que cette lueur de triomphe, à cet instant, dans les yeux de Dumbledore, apparaît parce que Tom Jedusor a pris le sang de Harry pour son rituel. Et Dumbledore n'a pas d'autre raison d'être satisfait de cet acte que de se dire que Voldemort a accidentellement assuré que Harry lui survivrait lorsqu'il viendrait à le tuer. J.K. Rowling avait plus tard confirmé que cet acte avait transformé Tom Jedusor en Horcrux positif pour Harry. Et il n'y a aucune autre raison pour laquelle une lueur de triomphe serait apparue dans le regard de Dumbledore au moment où il l'apprend. La survie de Harry était donc quasiment assurée lors de l'écriture de Harry Potter et la Coupe de Feu. Entre toi et moi, tu crois qu'on verra un jour une lueur de triomphe dans tes yeux, professeur? Si tu la vois dans mes yeux, c'est que tu as du souci à te faire, Ferdinando. J'ai l'impression d'être dans un brave pastis maintenant, cousin. C'est la fin de ce court instant entre deux cours. Le foreshadowing est très employé dans la fiction et donne des pistes de réflexion au lecteur, rendant la lecture plus ludique. Mais elle est à manier avec précaution, car en faisant trop de foreshadowing, on prend le risque de rendre le récit prévisible. Comme pour toute chose, c'est un procédé à employer avec sagesse. Rowling a très bien exploité ce procédé, et la saga regorge de petits éléments cachés qui prennent tout leur sens à la relecture de différents tomes. Alors si vous en voyez d'autres, je vous invite à les partager en commentaire. N'oubliez jamais que c'est quand on arrêtera de se poser des questions qu'il n'y aura plus de réponses à trouver. C'était le professeur M de l'Académie de Magie de Beauxbatons pour vous servir. Dites donc, maintenant qu'il est parti, entre nous, il était pas sérieux, hein cousin? Il m'en boucanade cette histoire de soucis à se faire. Hein? Eh oh cousin?